Amanta Mazani, Basse South Africa, Nolo Babalo, O Fezeka, Spokas, Cindy Soir, Oh Nosipo, Nana, where is the Amanda? No Sipiwe. Alors, je ne compare pas les attentats de Paris de janvier 2015 à l'attaque de Garissa pour la simple et bonne raison que le sang humain versé ou que ce soit est une perte pour le monde entier. Mais je compare l'attitude des dirigeants africains face à ces deux tragédies. Autant les dirigeants africains se sont mobilisés pour aller à Paris, et c'est tout à leur honneur, autant lorsque ça se passe en Afrique, on ne les voit pas. Et d'ailleurs, interrogé à ce propos, un chef d'État africain a dit qu'il ne faut pas qu'on pense que ce soit très grave ou plus grave parce que ça se passe à Paris, mais qu'ils prenaient en compte les remarques qui leur étaient faites, notamment par leur confrère Paul Biya qui avait fustigé leur attitude en disant qu'ils étaient les premiers à courir à Paris, mais qu'ils se fichaient pas mal des morts des victimes africaines du terrorisme. Et bien, ils avaient promis de se mobiliser pour le prochain drame. Il y a eu un drame à Garissa au Kenya. Une centaine d'étudiants ont été massacrés par un groupe terroriste, par des barbares, par des assassins. Même si on peut, là aussi, s'interroger sur la manière dont le Kenya a géré cette crise, parce que pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Mais aucun dirigeant africain n'a jugé utile d'aller au Kenya. Aucun. Je ne demande même pas d'aller à Garissa, parce que bon, c'est loin, c'est peut-être compliqué en termes de sécurité. Mais aucun n'est allé à Nairobi. Aucune manifestation n'a été organisée par des dirigeants. Et tout ce que les uns et les autres ont trouvé de bon à déplorer, c'est que cette attaque de Garissa ne bénéficie pas du même traitement que les attentats de Paris, que le hashtag Garissa n'atteigne pas les records, que celui je suis Charlie, etc. Et ce que moi j'ai tenu à dire dans son petit lisant, déjà on montrait que quelque chose de transparent, on ne peut pas s'affliger autant pour ce qui se passe à Paris et mépriser ce qui se passe sous son nez, et que s'il y a s'il y a une mobilisation à mettre en place et s'il y a des choses organisées autour de ces événements, c'est d'abord aux Africains qu'il revient de le faire, notamment au Kenya pour le cas du Kenya, mais aussi pour le cas du Cameroun, du Nigeria, de tous ceux qui sont victimes du terrorisme, et c'est aux autres éventuellement de suivre. Et quand bien même les autres ne suivront pas, la mobilisation à l'échelle africaine se fera et n'aura, si je puis le dire ainsi, si je peux le dire, sans orgueil ni vanité, mais n'aura que faire du soutien des autres, car je crois que lorsqu'un de vos proches meurt, vous ne cherchez pas d'abord que votre voisin vienne à votre deuil, vous cherchez d'abord à organiser les obsèques de votre proche tel qu'il le mérite, et ensuite, si le voisin veut vous apporter son aide et sa compassion, eh bien, cette aide est la bienvenue. Je crois tout simplement que cette histoire et la manière dont les États africains, les dirigeants africains gèrent et mobilisent autour des actes terroristes qui frappent l'Afrique est proprement scandaleuse, et qu'il faudrait qu'ils fassent un effort pour mieux organiser les choses, car, et je le répète et je terminerai là-dessus, ce n'est pas aux Occidentaux et aux autres, aux non-africains, de pleurer en priorité les morts africains. C'est d'abord aux Africains d'organiser tout ça, et aux autres éventuellement de suivre. Et même s'ils ne suivent pas, on fera quand même ce qu'il faut pour que la mémoire de ces gens soit honorée, et que bien sûr justice leur soit rendue. Oui, je parle de la croissance en Afrique en disant qu'elle ne sert pas, le développement, tout simplement, le développement économique et social, tout simplement parce que on a du mal, malgré tous les chiffres positifs qui sont présentés aux uns aux autres, malgré tout le fait qu'on vante à travers les reportages et les articles de journaux la croissance africaine, on se rend compte que lorsqu'on regarde les indicateurs sociaux, ceux-ci sont soit stagnants, soit en large régression, et je me demande
comment on peut vanter la croissance et même prétendre accéder à l'émergence, ou je ne sais quel autre projet politique de ce type, en faisant impasse ou en mettant de côté le développement social. Je prends un exemple très simple, l'accès à l'électricité, qui est l'une des choses les plus inquiétantes en Afrique. La consommation de l'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, est équivalente à celle de l'Espagne. Les Africains sont ceux qui consomment le moins d'électricité au monde. Donc comment veut-on, ou comment peut-on célébrer la croissance tout en remarquant que l'accès à l'électricité n'est pas garanti? Comment peut-on vanter la croissance et vouloir accéder à l'émergence et je ne sais quel autre état de bonheur quand on constate que l'accès à l'électricité régresse? C'est qu'il y a moins de personnes qui ont accès à l'électricité en Afrique aujourd'hui qu'en 1980. Comment veut-on célébrer la croissance, la toute croissance, lorsqu'on regarde les conditions de logement qui sont totalement insalubres pour environ 70% des Africains, lorsqu'on regarde les conditions d'éducation, des écoles, pour peu qu'elles existent et qu'elles aient de l'électricité, où les effectifs sont pléthoriques? Comment peut-on envisager un développement sain et vanter donc la croissance, si cette croissance, en tout cas l'argent dégagé par les revenus tirés de cette croissance, ne permettent pas de faire reculer les problèmes sanitaires, notamment le nombre d'hôpitaux et la qualité de ces structures, de ces infrastructures hospitalières. Donc ce sont des questions que je pose à juste titre en me disant finalement votre croissance elle sert à quoi? Elle profite à qui? Donc je crois que lorsqu'on a posé ces questions, il faut essayer de trouver des réponses. Je ne les ai pas, parce que je ne suis pas économiste, mais je me demande de quoi on parle exactement lorsqu'on parle d'une classe moyenne qui inclut des personnes qui gagnent entre 0 et 1200 $. Ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin d'être agrégé d'économie pour se rendre compte que ça n'a pas de sens. Et que là aussi, il y a une vaste supercherie. Donc moi, je demande à qui profitent nommément les fruits de la croissance, qui d'ailleurs, la plupart du temps, est la résultante des hausses des prix de matières premières, dont les Africains n'ont aucun, sur lesquels d'ailleurs les Africains n'ont aucun contrôle. Personne ne peut prétendre aujourd'hui que ce sont les États africains qui fixent les cours du brut, les cours du manganèse, du fer et de l'uranium. Personne de sérieux ne peut l'affirmer. Et même s'il l'affirmait, il ne serait pas pris au sérieux. Donc moi, je suis pour une croissance qui se répercute dans le quotidien des gens, car je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on administre un pays, on se doit de faire en sorte plutôt que les ressources de ces revenus profitent équitablement à toutes les personnes qui sont originaires de ce pays et qui vivent dans ce pays. Et je crois que sur le coup de la croissance, il y a malheureusement un grand écran de fumée qui cache la misère et je déplore que ce soit aujourd'hui des personnalités politiques comme Jean-Louis Borloo, françaises, qui décident à elles toutes seules d'électrifier l'Afrique, alors qu'il y a des gouvernements, alors qu'il y a des potentialités. Je pense au barrage d'Inga qui, à plein régime, pourrait combler à plus de 80% les besoins actuels en énergie, notamment plus exactement en électricité. Et je pense aussi à l'industrie nucléaire qu'on devrait tenter, car très peu de gens le savent. Il y a un réacteur nucléaire à Kinshasa et il n'a jamais explosé. Donc, il n'a jamais explosé. Ça prouve à suffisance qu'en Afrique, on peut avoir la maîtrise technique de ce genre de technologie, car il faut, de mon point de vue, accéder à un niveau de vie, à une qualité de vie appréciable en Afrique, régler ces problèmes fondamentaux, et l'électricité, l'accès à l'électricité est crucial et obligatoire. Et à partir de ce moment, je demande et je réitère encore ma question, à qui nommément profitent les fruits de la croissance des États africains? Donc là, je pose la question et je laisse aux uns aux autres le choix de me répondre. En tout cas, c'est ma modeste contribution à cette chose qui me tourne par. Voilà.
Avant toute chose, je tiens à dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Gbagbo. Je suis quasiment pro-Gbagbo. Hein. Si le terme, si en tout cas on m'affule de ce terme, eh ben je ne le nierai pas parce que j'admire son parcours politique, sa lutte dès ses plus jeunes années contre le parti unique, qui était certes dirigé par Félix Houphouët-Boigny, qui avait une prééminence politique évidente et effective, qui est un grand homme politique français et africain, parce qu'il ne faut pas oublier que Félix Houphouët-Boigny a été ministre en France et l'un des signataires de la Constitution de la Ve République française. Donc c'est toujours intéressant de le rappeler, mais qu'il a quand même eu à son actif, comme tout dirigeant, des travers dans sa gestion que Laurent Gbagbo s'est empressé très vite de dénoncer. Et Laurent Gbagbo est le premier, et le seul d'ailleurs, à s'être dressé contre Félix Houphouët-Boigny à une élection présidentielle, donc la première élection pluraliste en Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on avait pu lui proposer, d'après ses dires, il a tenu à se dresser contre Houphouët-Boigny parce que tout simplement il estimait qu'il était de son devoir de citoyen et d'homme politique ivoirien de proposer une alternative de gouvernement au PDCI-RDA qui dirigeait la Côte d'Ivoire depuis 1960. Et ce que j'admire d'autant plus chez Laurent Gbagbo, c'est l'attitude qu'il a eue lors de la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002, lorsqu'il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire malgré les mises en garde des uns et des autres, et malgré la situation qui n'était clairement pas à son avantage au moment où il décide de le faire. Et je me suis amusé dans Something is Wrong à comparer cette attitude à celle de Jean Bédel Bokassa, qui, il ne faut pas oublier, a été décoré de la Croix de guerre à titre militaire, parce que Jean Bédel Bokassa a fait la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée française et la guerre d'Indochine. D'ailleurs, où il a eu une fille, Martine Bokassa, enfin, dont on peut, à propos de laquelle on peut dire beaucoup de choses aussi. Mais Jean Bédel Bokassa était officier de l'armée française, capitaine, au moment de l'indépendance de son pays, et avait été décoré de la croix de fer, de la croix de guerre, à titre militaire. Donc pour acte de bravoure, ce n'était pas un cuisinier, que sais-je autre, que sais-je encore. Donc ce n'était pas un soldat de moindre envergure. On ne peut pas, d'un point de vue militaire, objectivement le comparer à Mobutu, par exemple, qui lui aussi avait été dans l'armée coloniale, dans la force publique, qui a été gradé comptable deuxième classe. Et malheureusement, Jean Bédel Bokassa, lorsqu'il va apprendre que son empire, parce qu'il était empereur à cette époque, était attaqué et que donc son pouvoir était en train de lui être ravi, et malgré la demande, en tout cas l'offre de Muammar el-Kadhafi, du guide libyen, de mettre à sa disposition des hommes pour organiser la contre-attaque, Bokassa va totalement refuser, pour la simple et bonne raison qu'il estimait qu'il ne pouvait non seulement pas prendre les armes contre son ancienne armée, mais aussi parce qu'il avait fait preuve d'une peur incroyable. Il n'avait pas été au bout de sa logique d'empereur protecteur de l'Empire centrafricain, qui était, soit dit en passant, je ne suis pas un nostalgique de cet empire, qui était une folie pure. Donc Bokassa va, avec les péripéties qu'on connaît, va se retrouver en France, à Évreux, enfin, toute une histoire complètement folle. Et Laurent Gbagbo, qui n'est pas militaire, qui est professeur d'histoire, va décider de rentrer. Quelle qu'en soit l'issue, hein, il n'en était pas sûr, de rentrer par vol régulier à Abidjan et de prendre la direction des opérations. Et d'ailleurs, il a quelque temps après, des propos qu'il échange avec Charles Blé Goudé suite à la prise de main par les putschistes qui sont devenus rebelles plus tard. Si je panique, et mon peuple. Donc c'était indubitablement un chef courageux, c'est un chef d'État courageux, mais il y a une chose, malgré toutes les éloges, comme vous avez pu le constater, que je peux lui adresser, malgré tous les lauriers que je peux dresser sur sa tête, il y a une chose que je ne comprends pas chez Laurent Gbagbo, c'est son attitude vis-à-vis de l'ivoirité. Car il ne faut pas oublier que c'est Henri Konan Bédié, à la suite, alors qu'il était président
de la République de Côte d'Ivoire qui va décider de durcir les conditions d'éligibilité en vue vraisemblablement d'exclure M. Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Le RDR, le parti d'Alassane Ouattara, qui était dirigé à l'époque par Jenny Kobina, M. Jenny Kobina, va s'associer avec le FPI de Laurent Gbagbo, qui va refuser ce nouveau code électoral. Et d'ailleurs, Laurent Gbagbo dira lors d'un meeting à Adzopé, je ne me présenterai pas à une élection sous l'emprise de ce code électoral. Donc une élection qui sera régie par ce code électoral. Je ne comprends pas pourquoi avoir dénoncé l'ivoirité et boycotter d'ailleurs l'élection de 1995, où Henri Konan Bédié, lui, sera élu face à Francis Oudier. Pourquoi avoir combattu l'ivoirité, avoir cette compromis, parce que de mon point de vue c'est une compromission, en acceptant de siéger dans le gouvernement putschiste, lui, le démocrate, pourquoi avoir donc avalisé le coup d'État en acceptant de siéger dans ce gouvernement en compagnie du RDR, pour une fois élu face à Robert Gaye, parce que pour moi Laurent Gbagbo était élu en 2000, pour la simple et bonne raison que les élections de 1995 ne sont pas remises en cause alors que Laurent Gbagbo n'y était pas, pour pouvoir maintenir le statu quo une fois arrivé au pouvoir. Car le jour même de sa prestation de serment, il va dire « Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas une autre constitution. Vous voyez, nous ne referons pas une autre élection présidentielle. » Ça, je ne le comprends pas et je ne désespère pas de ne pas le comprendre. Et j'ai d'ailleurs demandé, et d'ailleurs à chaque fois que j'en ai l'occasion, je discute avec les anciens cadres gouvernementaux ivoiriens et les anciens cadres de son pouvoir, du régime Gbagbo, et j'essaie toujours de demander pourquoi Laurent Gbagbo a changé subitement de position, pourquoi avoir combattu, de mon point de vue à juste titre, les lois iniques qui visaient clairement à exclure une partie de la population ivoirienne, et pourquoi avoir une fois décidé du statu quo une fois arrivé au pouvoir. Et je crois que c'est une question d'ailleurs que j'envisage de lui poser lui-même. J'ai demandé à le rencontrer et j'espère que peut-être cette interview me permettra d'obtenir les réponses à cette question que je me pose, mais que je crois beaucoup d'observateurs de la politique ivoirienne peuvent à juste titre s'opposer. Et concernant la rébellion, puisque vous me l'avez demandé en substance, et bien, concernant la rébellion, j'estime que ça a été une folie. La crise armée en Côte d'Ivoire a été une folie. Et j'espère que les responsables de ces actes odieux, parce qu'il y a eu des morts du côté rebelle et dans ces conflits, seront tous jugés. Et je crois que les armes n'ont pas leur place en politique. Et d'ailleurs, c'est Georges Péan, le porte-parole de la force Licorne, qui a dit les rebelles étaient tout sauf des combattants. Donc si le porte-parole de la force Licorne le dit, je ne crois qu'on ne peut raisonnablement rien ajouter à ces propos. Mon mot de la fin, c'est achetez mon livre, lisez-le. Je préfère que vous le lisiez quand même, parce que si vous ne le lisez pas, ça va être compliqué. Lisez-le et réagissez. Faites-moi parvenir, d'ailleurs vous avez toutes les coordonnées nécessaires. Faites-moi parvenir vos remarques et vos suggestions, car j'ambitionne d'en écrire un autre et ce serait intéressant de savoir les corrections que je dois apporter et aussi tout ce que je dois faire pour en proposer un meilleur. Je n'ai pas la prétention de savoir tout, ni plus que tout le monde. Je pense juste que je m'inscris dans une logique, c'est celle de poser des questions et de pointer du doigt certaines choses qui ne vont pas et tout faire pour qu'on puisse trouver des solutions pour régler ces problèmes. Et parce que je suis totalement convaincu que les Africains chaque Africain doit être heureux en Afrique, même s'il veut après aller ailleurs, ça c'est encore autre chose, mais chaque Africain doit être heureux en Afrique parce que c'est son droit le plus fondamental, plutôt et le plus inaliénable. Et comme disait Malcolm X, nous affirmons notre droit à être des hommes, à être respectés comme tels par le reste de l'humanité. Et nous entendons obtenir ce droit aujourd'hui même
par tous les moyens nécessaires. Voilà, donc je crois que ce que je veux tout simplement et ce que je souhaite, c'est contribuer à l'essor des populations qui constituent cet espace que d'autres ont fini par appeler Afrique et qui nous va si bien dans un certain sens. Donc voilà, je vous remercie et j'espère que vous lirez le livre et que vous ferez des remarques que j'attends avec impatience. Merci beaucoup. Amanta Mazani